Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocat. Podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie, exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Céline Astolf, une avocate reconnue pour sa carrière en droit pénal des affaires, en droit de la presse et des médias. Se forgeant rapidement une solide expérience, Céline s'est distinguée par sa capacité à naviguer dans l'arène juridique avec rigueur et passion. Associée au sein de son cabinet, elle incarne les valeurs de la confraternité et de l'excellence, apportant une contribution remarquable au monde juridique. Aujourd'hui, elle partage avec nous ses expériences, ses conseils et ses aspirations pour l'avenir. Nous espérons que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tanti-Bernard et Céline Astolf. Eh bien écoute, bonjour maître Céline Astolf, je suis ravi que tu sois venue dans les bureaux parce que je crois que j'ai annulé à plusieurs reprises. Je crois que toi aussi tu as annulé de ton côté et on arrive enfin à s'attraper. Bonjour maître Céline Astolf. En tout cas, à se rencontrer. À se rencontrer. Moi aussi, je crois que j'ai beaucoup annulé aussi. Désolé, le repas était un peu long ce midi. Céline, qui étais-tu avant de devenir avocate ? Alors, j'étais une étudiante en droit. Et avant d'être une étudiante en droit, j'ai été une collégienne qui, au départ, voulait être interprète. Donc, je pense qu'on peut faire un pont, en fait, entre les deux métiers. Et j'ai, en fait, renoncé à l'interprétariat parce que très vite, on m'a expliqué qu'il fallait au moins avoir 3 langues maternelles, ce qui n'était pas mon cas, ou en tout cas parler 3 langues dès le plus jeune âge. Et donc ensuite, j'ai fait des études de droit. J'ai d'abord envisagé, puisque je faisais ce qu'on appelle un DEA à l'époque, droit de l'homme, j'ai imaginé un temps devenir magistrat à la Cour européenne des droits de l'homme, jusqu'au jour où j'ai constaté que je n'étais pas encore dans les tranches d'âge des magistrats de la CEDH. Et j'ai fait ensuite un stage au ministère des Affaires étrangères où je rédigeais pour la France des mémoires en défense devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'était un peu là aussi une manière de quand même rester dans ce sérail. Et puis en réalité, finalement là aussi, au ministère, j'ai pu rencontrer des avocats qui étaient des contractuels en fait pour le ministère. Et puis je me suis dit que finalement la pratique du métier d'avocat pouvait aussi à un moment donné croiser celle des droits de l'homme. Donc c'est comme ça que j'ai passé le concours et que je suis devenue avocat. Très clair. Tu commences ta carrière où ? Je suis en stage, j'ai la chance d'être en stage au cabinet d'Henri Leclerc. Et d'apprendre beaucoup à ses côtés, de connaître mes premières cours d'assises, de découvrir ce qu'est la plaidoirie. Il m'apprendra d'ailleurs que plaider, c'est d'abord écouter, et je crois que je n'ai jamais oublié cette sorte de mantra. Voilà, Henri Leclerc. Et puis ensuite, j'aurai l'occasion d'avoir une offre de collaboration au cabinet de Paul Lombard. Très clair. Donc tu restes juste en stage chez Leclerc et tu pars derrière chez Lombard. Oui, je pars chez Lombard et je pose la question à Henri Leclerc de savoir ce qu'il pense de cette offre de collaboration, et il m'invite de manière assez énergique à accepter immédiatement cette offre, me disant que peut-être que le style sera différent, mais que j'apprendrai beaucoup et ça va s'avérer très vrai. Et là, je vais avoir ce qu'on appelle la formation à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai été immédiatement jetée dans l'arène. Tu peux nous en parler un petit peu, revenir un petit peu sur les premières fois où tu es confronté à
une perme, la première fois que tu vas en garde à vue, la première fois que tu vas en prison, la première fois que tu as une... Alors, la première fois que je vais en prison, en fait, c'est bien avant ça parce que j'avais fait pendant l'école d'avocat un stage en prison qui avait été assez formateur et assez marquant parce que j'étais à la maison d'arrêt des femmes de Versailles et on était en totale immersion sans connaître, c'était une interdiction absolue, le dossier des femmes avec lesquelles on pouvait discuter toute la journée. Et j'avais d'une certaine manière sympathisé, en tout cas je m'étais un peu plus rapprochée d'une détenue et j'assistais aux ateliers, elles étaient là pour plier des boîtes qui ensuite finissaient dans une parfumerie, enfin bref. Et c'était une femme qui avait des mains extrêmement délicates, toujours très soignées, avec un vernis parfait. À l'issue des 15 jours de stage, j'ai découvert, parce qu'en fin de stage, on pouvait avoir accès au dossier, qu'elle avait commis des faits absolument abominables sur son mari et qu'elle avait découpé ce mari, qu'elle avait mis dans des sacs poubelles et qu'elle avait laissé disposer sur son balcon un certain nombre de jours. Donc c'était une première immersion assez marquante et en tout cas sur l'humain, c'était déjà une découverte signifiante. Alors, ensuite, peut-être que dans l'exercice du métier, le fait d'avoir été jeté dans l'arène, je parlais de Paul Lombard, oui, on avait été avec Julien Dreyfus, qui est un ami et un excellent confrère. Nous étions collaborateurs au cabinet de Paul Lombard et il nous avait fait recevoir avec lui le frère d'un client qui était détenu. Et à l'issue du rendez-vous, il s'était adressé au frère en question et avait dit écoutez, votre frère, mardi, sera assisté par maître Julien Dreyfus et Céline Astolf. Donc c'est comme ça qu'on avait découvert un peu au débeauté qu'on serait les avocats aux assises, moi pour la première fois, d'un client. Et j'ai un souvenir très précis de ces assises, d'abord parce que c'était les premières, et aussi parce qu'elles étaient le 11 septembre. Le mardi 11 septembre 2001 et donc on a commencé d'abord avec toute l'anxiété que ça peut générer mais aussi avec une minute de silence du fait de ces événements du 11 septembre. Donc je crois qu'on en a tous les deux gardé un souvenir assez ému. Et un acquittement? Pas du tout. Pour les premières. Parce que c'était une formation, ce que n'ignorait pas Paul Lombard, et évidemment, parce qu'il avait la responsabilité de ses clients, nous étions sur un dossier qui avait d'abord été jugé en première instance, et nous étions en appel avec, en termes de chances de succès, un pourcentage assez réduit de faire mieux qu'en première instance. Donc nous avons obtenu avec un grand succès justement une confirmation de la condamnation de première instance. Très clair. Et du coup, comment tu évolues dans ce cabinet, parce que tu es aujourd'hui associé Oui. au sein de ce cabinet. J'ai appris tout à l'heure que Paul Lombard n'était plus. Enfin, je savais que Lombard n'était plus, mais je ne savais pas que c'était lui qui avait donné ce nom de cabinet. Je connaissais Baratelli. Mais du coup, tu évolues pendant 20 ans, plus de 20 ans au sein de ce cabinet. Mhm. Est-ce que tu vois de grandes phases d'évolution de ta pratique ou même du cabinet? Alors, j'évolue aux côtés de Paul Lombard et d'Olivier Baratelli, dont il faut dire qu'il a, au-delà de son talent, une énergie et un enthousiasme qui se propagent. Et donc, au contact de ces deux hommes, je vais suivre l'évolution du cabinet, c'est-à-dire déjà une évolution de ces dossiers de droit pénal général bien amorcés vers du droit pénal des affaires, c'est certain, du fait de cette faculté de Paul Lombard à pouvoir drainer un nombre de clients impressionnant. C'était un homme qui connaissait toutes sortes de personnes, quelqu'un de très érudit, très cultivé, qui pouvait comme ça sortir un poème d'Aragon sans que ça nécessite de réfléchir longtemps, et qui sortait beaucoup, qui recevait beaucoup, et qui a beaucoup contribué à la magnifique clientèle de notre cabinet. Donc j'ai suivi cette arrivée de clients institutionnels, puisqu'on parle de société, personnes physiques aussi, qu'avec Olivier Baratelli, on a réussi à conserver, j'aime pas ce terme, mais en tout cas, ils ont poursuivi et nous ont fait confiance. Très clair.
Tu vas vite chercher de la clientèle perso au début de ton activité ou pas? Alors, je cherchais de la clientèle perso. En tout cas, j'ai toute l'attitude pour la développer. Je suis dans un cabinet où il n'est pas du tout interdit de dire qu'on a des permanences, qu'on a peut-être un ami d'amis d'amis qui est en garde à vue et qui a des soucis. On peut partir en urgence. C'est pas du tout un cabinet qui contrôle nos faits et gestes. Donc, je peux assez librement, et parce qu'aussi, je pense que j'aime communiquer, donc je finis par avoir, à l'époque, à mon échelle, un petit réseau, et donc le client apporte le client, qui apporte le client, et le confrère aussi apporte le client. Très clair. Comment vous l'avez fait évoluer ce cabinet? Parce que les cabinets d'avocats en 2000 et les cabinets d'avocats en 2023 ne sont pas les mêmes. Euh, on dit souvent, et tu vas me dire si c'est le cas ou pas, que les pénalistes sont un peu en marge de ça. Ils restent un petit peu avec une pratique traditionnelle, un petit peu historique de la profession. Comment est-ce que toi tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as voulu faire changer au sein du cabinet ou qu'est-ce que vous avez réussi à faire changer avec Lombard quand il était encore là et Olivier Baratelli aujourd'hui? Bah, je crois qu'on avait un associé historique qui, en réalité, était assez d'avant-garde. C'était pourtant un pénaliste à l'ancienne, si on peut dire, mais pourtant, il a vite saisi cette évolution du pénal général vers le pénal des affaires, ce que certains ont dû déjà t'expliquer un certain nombre de fois, mais il avait eu quand même une forme de flair, et donc on a modifié nos pratiques à tout point de vue. D'abord, peut-être en ayant des équipes un peu plus diversifiées en termes de compétences. Il a vite compris qu'il fallait s'entourer potentiellement aussi de collaborateurs susceptibles en tout cas capables de lire des bilans, de rentrer dans les comptes d'une société pour mieux appréhender ces dossiers de pénal des affaires. Et je crois qu'on est arrivé petit à petit à avoir une compétence assez fine en la matière. Et puis ensuite, ça s'est poursuivi et on arrive, et je crois que on est d'autant plus bon dans ces matières qu'on a fait du pénal général et du pénal des affaires, parce que peut-être qu'on est plus aguerri, et même en termes de négociation, je pense qu'on a des armes et des leviers qui sont peut-être pas ceux classiques de la négo, mais qui nous aident. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'en suis arrivée à avoir beaucoup de dossiers d'accompagnement de dirigeants, des départs en fait post-acquisition, c'est-à-dire conflit avec les actionnaires et accompagnement dans ces périodes de transition, donc qui nécessitent, oui, de se plonger dans un pacte d'actionnaires, d'arriver à rédiger des actes qui n'étaient pas ceux naturellement d'un avocat pénaliste, mais je crois qu'on est formé pour ça désormais. Très clair. Et il y a des cabinets d'avocats qui font le choix, des cabinets d'affaires traditionnels qui font le choix d'avoir des départements pénals au sein de leur activité, où ils développent des départements pénals des affaires, et d'autres cabinets, comme le tien, qui décident de rester finalement des pure players sur le contentieux, et majoritairement le contentieux pénal. Est-ce que toi, ça t'a jamais tenté de rejoindre un cabinet d'affaires, ou est-ce que l'inverse, le fait de s'ouvrir vers d'autres matières de droit des affaires, ça vous a déjà tenté ou pas du tout? Alors, on s'ouvre vers d'autres matières parce que dans notre cabinet, on est un peu estampillé alors pénal parce que c'est l'ADN du cabinet, contentieux aussi, mais on a aussi beaucoup de droit de la presse, ça, Okay. depuis toujours, et ça c'est d'ailleurs à l'instigation initialement de Paul Lombard, droit de la presse, et puis on a aussi des collaborateurs qui font spécifiquement du contentieux commercial et des affaires, et aussi du contentieux civil pur, des contrats, etc. Donc, Okay. peut-être Donc vous êtes plus un cabinet contentieux, mais plus uniquement pénal. plus uniquement pénal, et c'est ce qui fait que... Alors, pourquoi pas un grand cabinet d'affaires, un grand cabinet en tout cas, alors je ne sais pas de quel cabinet tu peux parler, mais j'imagine des cabinets plutôt anglo-saxons, ou voilà, est-ce qu'on n'aurait pas voulu se déporter ou se faire acheter, voilà. Parce que je crois que nous affectionnons au cabinet la taille humaine, on va finir par être une petite trentaine de personnes à la fin, hein, mais quand même, je crois que si notre marque de fabrique, c'est quand même le sur-mesure, donc le sur-mesure avec une transversalité, ce qui veut dire que dans le mode de fonctionnement, on forme vraiment une équipe. Je crois qu'il faut vraiment intégrer désormais que malgré l'intuitu personné chez les avocats, quand on réussit, la réussite, elle est de toute façon collective. Et ça,
je pense que la verticalité, le patron qui distille ses ordres à des petits collaborateurs soumis, c'est terminé, et bien heureusement en fait. Très clair. Et ça, le management, du coup, tu l'as vu changer au sein des cabinets. Toi, tu as apporté des nouvelles pratiques, parce que tu disais que tu avais été formé à l'ancienne. Donc, tu disais par rapport au fait d'être envoyé aux assises immédiatement, etc. Ouais. Aujourd'hui, tu les formes toujours de la même manière. Le management que tu mets en place, c'est quoi? Alors, moi, j'ai été formée à l'ancienne et jetée dans l'arène, mais jamais avec violence. Donc, j'ai toujours été jetée dans l'arène avec bienveillance. C'est-à-dire qu'ensuite, la violence, on la vit nous-mêmes parce que le moment est violent. Enfin, il faut se faire violence, en fait. C'est plutôt ça. De mon point de vue, il faut accompagner les jeunes collaborateurs, donc les former, parce que je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un, en tout cas moi je pense que c'est important d'être corrigé en termes vraiment pratiques, c'est-à-dire relu, avec des explications, des commentaires, c'est comme ça qu'on progresse. Pour vraiment être autonome, je pense qu'il faut au moins 2 années. Vraiment. Donc, le but au cabinet, c'est vraiment de former, mais d'accompagner vers l'autonomie. C'est-à-dire que il faut que tout le monde, à la fin, soit susceptible de recevoir les mêmes clients et d'aller plaider les mêmes dossiers. Très clair. En termes de développement commercial, vous fonctionnez comment? Alors, le développement commercial, c'est quoi, Valentin? C'est la capacité à pouvoir aller chercher des clients, les conserver, choisir le type de client que vous voulez aller chercher. Vous l'avez fait, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Quand vous réussissez à vous ouvrir sur d'autres matières, c'est que nécessairement il y a une demande de la clientèle, sinon vous n'auriez pas de collaborateurs qui fassent du contentieux civil. Oui. Ça n'aurait aucun sens. Mais vous l'avez conscientisé un petit peu, vous l'avez travaillé entre associés. Je crois que les meilleurs pourvoyeurs de clients sont les clients eux-mêmes. Et alors, je sais que c'est pas un sentiment partagé par tous, parce que j'ai entendu certains dire que le client ne voulait jamais partager son avocat. Moi, c'est pas ce que je constate. Un client content est un client qui potentiellement envoie des clients. Et les confrères aussi sont quand même à l'origine de nombreuses désignations dans des dossiers. J'en reviens en fait au point précédent, c'est-à-dire que le fait d'avoir peut-être aussi, je pense aux chefs d'entreprise notamment, rencontrer des dirigeants dans le cadre de dossiers de pénal des affaires, ensuite les amène plus facilement à nous confier des dossiers dans d'autres matières, parce que c'est comme si finalement, si on a réussi le plus compliqué, on peut réussir le reste. Et je crois que c'est assez vrai. D'où les sujets de négociation, de départ, d'accompagnement, post-acquisition. Tout ça, ce sont des domaines dans lesquels on se retrouve finalement polyvalent et je pense assez compétent et rigoureux, parce qu'on est capable de parler de tous les sujets. Très clair. Et c'est peut-être aussi le résultat d'une activité qu'on a aussi bien développée, c'est le coaching pénal, c'est-à-dire la formation au-delà d'une procédure qui serait en cours de dirigeants, expliquer ce qu'est une mise en examen, une garde à vue, enfin bref, des concepts classiques, mais n'empêche qu'ils sont quand même encore assez abstraits quand on n'a pas eu l'occasion de s'y confronter. Carrément. Et vous faites ça dans quel cadre? Dans le cadre d'associations ou directement au sein du cabinet? Au sein du cabinet, on a des contrats de coaching avec certains groupes. Ça concerne les dirigeants, mais aussi les collaborateurs. Et on peut faire des séances avec plusieurs intervenants. On peut avoir des enquêteurs, on a des psychologues. Bref, on peut avoir différents sujets. Et c'est dingue que les groupes ils aient cette lucidité de pouvoir avoir recours à ce genre de formation pour les dirigeants, parce qu'on pourrait se dire, finalement, si le dirigeant se retrouve un jour en garde à vue, c'est qu'il a commis à titre personnel, eu égard à ses fonctions, un acte répréhensible. C'est dingue que les groupes aient la volonté de former leurs dirigeants dessus, c'est trop cool. Je pense qu'en fait, c'est pas dans l'hypothèse, en tout cas, c'est pas dans la perspective de subir une procédure pénale. C'est avant tout de la prévention. Donc, d'abord, on explique un certain nombre de points sur les infractions éventuellement susceptibles d'être commises, surtout en matière d'infractions involontaires dans les sociétés, dans les grands groupes. Il y a quand même un éventail de probabilités, de risques
qu'il faut d'abord identifier, qu'il faut serrer et ensuite prévenir. Et donc, dans ce cadre-là, on explique que si jamais tous ces risques ne sont pas bien serrés et prévenus, ça peut déboucher sur une procédure et que dans le cadre de cette procédure, voilà la marche à suivre et ce que signifient des mesures un peu coercitives. Mais c'est important de le comprendre parce que tu vas pouvoir dire si je raconte des bêtises ou pas, mais ce que je comprends, c'est que fin des années 90, le pénal, il commence à devenir un peu de pénal des affaires, enfin, il commence à avoir du pénal des affaires, mais surtout, il est exclusivement contentieux. C'est-à-dire qu'en fait, le dirigeant vient vous solliciter à partir du moment où il est dans la merde, concrètement. Là, aujourd'hui, on arrive à venir en amont et vous arrivez à expliquer aux dirigeants, à venir en conseil pénal, mais même avant qu'en réalité, une infraction ou une procédure puisse être mise en place justement pour qu'elle puisse être jaugée et qu'on ait un management du risque, même pénal, au sein des groupes. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça va dans le sens de l'ère de la compliance, c'est-à-dire que on a d'abord le souci d'identifier l'ensemble des risques et ça va aussi dans le sens de ce qu'induit la justice négociée, les CJIP, dans lesquels on est amené à accompagner de plus en plus les groupes, puisque tu dois l'avoir entendu, mais dans le cadre de CJIP, on a aussi des démarches proactives potentiellement de sociétés qui identifieraient des anomalies qui viendraient de manière volontaire, d'une certaine manière, révéler elle-même à la justice pénale que des anomalies existent au sein des sociétés, ce qu'on aurait difficilement imaginé il y a quelques années. Donc, alors peut-être qu'on participe au fait de prévenir certaines infractions. Alors, je ne sais pas si sur le plan commercial c'est très bon finalement, c'est toi qui devrais me le dire ça. En réalité je pense que c'est plutôt pas mal de pouvoir être là en amont, parce qu'en réalité en amont si tu fais bien ton taf, que derrière ils ont été satisfaits de ce qui s'est passé, le jour où ils ont un problème il y a de grandes chances qu'ils puissent t'appeler. En tout cas, j'espère. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à conserver la double facette du pénal général et du pénal des affaires, ou tu as fait un choix ? Alors, on ne choisit pas nos clients, ils nous choisissent. Donc, j'ai une activité pro bono dans le cadre de la protection de l'enfance, qui est la Fondation pour l'enfance, qui me permet, malheureusement, parce que les contentieux sont criminels, sont nombreux, de garder un vrai pied dans la vraie réalité de la justice pénale aussi, telle qu'on peut la connaître. Et donc, je suis souvent devant les cours criminels pour représenter la Fondation pour l'enfance. C'est pas incompatible en fait. Et d'ailleurs, je pense que ne faire que ça, j'aurais renoncé. En revanche, je pense aussi que parce qu'on a la chance d'avoir un cabinet qui fonctionne et des clients prestigieux, je peux me permettre d'avoir cette action au profit de la protection de l'enfance, à la fois en allant devant les juridictions diverses et variées, correctionnelles ou criminelles, mais aussi en participant un peu à l'œuvre législative d'une certaine manière ou réglementaire, parce qu'on réfléchit notamment avec les sujets d'IA et de pédocriminalité. On a aussi ce rôle au sein de la Fondation pour l'enfance de venir peut-être suggérer des amendements pour compléter le code pénal sur certaines infractions en cyber-pédocriminalité notamment. Très clair. Donc tu fais une forme de lobbying législatif, mais pour justement cette association. Oui, à travers cette association, ça permet de poursuivre aussi une activité juridique et de réfléchir toujours et encore, ce qui, pour un avocat, rester éveillé, je crois que c'est quand même assez fondamental. Très clair. Je suis complètement d'accord. Pourquoi les collaborateurs ils viennent chez vous et surtout pourquoi ils restent chez vous ? Qu'est-ce qui est bien au sein du cabinet Lombard, Baratelli, Astolf ? Qu'est-ce qui fait que les collaborateurs ont envie de venir chez vous ? Qu'est-ce qui fait qu'ils restent chez vous ? Parce que c'est un peu le sujet du moment, où il y a vraiment beaucoup de collaborateurs qui partent, beaucoup de collaborateurs qui quittent la profession, des grosses pénuries. En janvier 22, les gros cabinets d'affaires ont fait des augmentations de rémunération quasiment à 30% sur ce qui s'est passé. C'est pas fini, il y en a encore. Comment vous, en pénal, comment vous, au sein de votre cabinet, vous arrivez à les conserver, à les faire venir ? Alors, je crois qu'il faudrait leur poser la question parce que dans le cadre du pourquoi ils viennent chez nous, j'espère que c'est d'abord parce que a priori on n'est pas trop incompétent. Ensuite parce que je pense qu'on a des dossiers qui sont intéressants à traiter. Et puis
En tout cas, moi, je ne sais pas s'ils souhaitent rester, parce que ça, c'est pas une question que je leur pose à l'arrivée. Lundi matin, mais vous souhaitez rester En tout cas, j'essaie d'œuvrer chaque jour pour que le cabinet soit, comme le dit d'ailleurs un de mes confrères, Jean-Félix Luciani, il faudrait l'interviewer parce que c'est vraiment un confrère excellent et très talentueux. Il dit que le cabinet est un refuge. Et je trouve que c'est vraiment une expression très vraie parce qu'on évolue quand même c'est un métier où on a une forme d'hostilité, soit dans les prétoires, soit d'ailleurs ailleurs, même en conseil ou en égo, où voilà, on a des contradicteurs. Moi, j'aime pas le terme d'adversaire, mais on a quand même des contradicteurs. C'est des choses les situations sont parfois tendues. Donc, ce que je peux dire, c'est que j'œuvre et j'espère y réussir un peu à ce que le cabinet demeure un refuge. Voilà, avec peut-être un confort maximal, en tout cas qu'on essaie de faire maximal, rendre maximal, et de faire que la charge de travail soit supportable. Mais c'est quand même un métier dans lequel on a du mal à jauger au jour le jour ce que sera la charge de travail, parce qu'on peut avoir beaucoup d'urgence, surtout dans notre matière. Donc, j'essaie de les écouter, voilà. Et je pense que c'est la meilleure des choses. C'est quoi que disait Henri Leclerc, c'est plaider, c'est avant tout écouter. Je pense que le management, c'est un peu ça aussi. Il a bouclé en fait. Exactement. Henri Leclerc. Henri Leclerc. S'il y avait quelque chose que tu aurais pu refaire, mais différemment, sur ces plus de 20 années de bar, qu'est-ce que ça serait? Quelle question. Ouais. C'est une question de vendredi après-midi, ça. Non, je ne gommerai rien. Je ne gommerai rien. Peut-être que j'aurais voulu en faire plus, mais c'est pas fini. Non, je pense que je me suis jamais ennuyée. Et je pense que si l'avocat s'ennuie, il faut absolument qu'il s'arrête. Mais c'est important de le dire. Et il y a des choses que tu veux plus faire, que tu faisais au début. Tu vois, ma mère, elle est avocate, elle fait du droit social et du droit de la famille aujourd'hui, et elle était enceinte de moi, et elle est allée remplacer mon père à la cour d'assises, parce que mon père était malade. Et depuis qu'elle a eu des enfants, elle fait plus de cours d'assises. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux plus faire dans ta pratique pro, ou qui t'ont dégoûté, ou que tu n'as plus envie de faire par lassitude? Je crois que j'ai eu la chance, alors peut-être que ta mère n'a pas eu cette chance, mais j'ai eu, d'ailleurs ça me fait sourire parce que j'ai eu une cour d'assises sur un double assassinat terrible avec en jeu en victime un bébé de 4 mois. Et j'étais moi-même mère d'un bébé de 4 mois. Et j'ai appris, dans le cadre de ces assises, la distance. Et je crois que je l'ai appris très tôt, grâce notamment à un enquêteur qui m'a en réalité formée à cette distance. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué que, et je crois que si j'avais un conseil à donner aux plus jeunes avocats, notamment qui font du pénal, c'est de dire qu'il ne faut jamais faire de pont entre ta vie et le dossier. Ça ne peut pas fonctionner. C'est comme le chirurgien. On opère, mais on opère difficilement sa famille. Et je crois que cette distance, ça m'a permis et ça me permet de dire aujourd'hui que je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je ne pourrais plus faire. Très clair. Est-ce que tu pourrais nous parler de deux de tes souvenirs? Un souvenir où vraiment tu as été malheureuse, t'as pas été contente de toi, ça a été difficile, tu as eu une décision que tu trouves injuste, où il y a vraiment quelque chose qui était dur dans ta pratique pro, et on prendra d'ailleurs le pendant positif, parce qu'on préfère toujours finir par le positif, vraiment quelque chose dont tu étais fière, dont tu été contente, que ce soit au cabinet, que ce soit dans un procès, que ce soit sur un travail d'équipe, peu importe, c'est les deux exemples, les deux souvenirs de Céline Astolf. Alors, j'en ai plein de souvenirs. Et en fait, je crois que si ça signifie en fait décrire un échec, je pense qu'il n'y a pas d'échec.
Je peux pas, je peux pas conclure en disant que un avocat peut avoir un échec. À partir du moment où l'avocat fait tout ce qu'il peut, parce que je pense que c'est ça, c'est qu'il faut avoir en tête qu'on a toujours une solution. Le client vient voir l'avocat non pas pour qu'il lui fasse la liste de tout ce qui va pas se passer comme il faut et de tout ce qu'on va pas pouvoir faire parce que la jurisprudence dit non, parce que le dossier est mauvais, parce qu'on n'a pas la pièce. On attend d'un avocat qui dise on va y arriver parce que, ou en tout cas on va le faire et on verra ce qui se passe. Donc des échecs, je peux pas employer ce mot-là. On a eu des expériences plus ou moins difficiles. Je crois que des déceptions, alors peut-être des déceptions sur la justice plutôt, c'est-à-dire des centaines de fois on a l'impression que juridiquement on a raison, des centaines de fois on va conclure même dans des procédures écrites avec des arguments objectivement bons, fondés, etc. Mais parce que in fine au bout de la chaîne la décision sera prise par des humains, parfois on a d'immenses déceptions. Et par ailleurs quand on a des enjeux humains, on est déçu pour les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être en tête le dernier dossier. Alors, je prends chronologiquement parce que comme ça, je ne remonte pas à la genèse. Mais si on devait parler longtemps du dossier qui a été malheureusement estampillé par la presse, le dossier Air Cocaïne, je suis à 100% convaincue, c'est la tête sur le billot, qu'un innocent, mon client en l'occurrence, a été condamné. Voilà. Et tous les recours jusqu'au bout seront intentés. J'ai aussi des expériences peut-être en tête qui sont pas satisfaisantes sur le point de vue de la justice, c'est-à-dire que je considère que la justice ne peut pas devenir un piège. Je vais pas développer plus avant, mais ça c'est du pénal des affaires, c'est une expérience récente en matière de justice négociée. J'ai été extrêmement déçue de l'issue d'un dossier qui vraiment est inexplicable. Moi, je pense à un truc que j'ai vécu comme tel aussi, et c'est pour ça que je me permets de le faire, parce que je ne connais pas tes clients, on n'en a pas parlé avant, etc. Mais moi, j'ai vu le truc de justice négociée de LVMH ou de Bernard Arnault qui va faire un plaidé coupable à la CJ, qui a été monté en épingle par la presse comme un truc de ouf. Et en fait, derrière, il se fait dézinguer de tous les côtés, alors que normalement, il ne devrait pas y avoir ça. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence. Moi, je trouve que la justice négociée, elle devrait être secrète. That's my point of view. Je fais référence à un dossier très similaire dont je ne parlerai pas plus avant, mais alors la justice secrète, ça peut pas exister. Mais il est vrai que nous avons un système de justice négociée très imparfait. Et que je pense qu'il faut corriger très rapidement parce qu'il va y avoir de nombreux drames, ou en tout cas sinon les personnes physiques notamment vont s'éloigner de cette justice négociée. Ça fonctionnera pas. On a voulu progresser à l'américaine, sauf que ce n'est pas totalement à l'américaine. Donc on reste quand même dans quelque chose qui est assez sur le plan pratique difficilement manipulable et qui, si on n'est pas en toute confiance, si on a des paramètres qu'on ignore, qui peuvent être de divers ordres, parce que la justice, elle peut être polluée parfois par des paramètres d'ordre politique, médiatique, ou en tout cas stratégique d'une certaine manière. C'est une dimension qui est assez troublante et très décevante et qui sape en réalité un vrai travail de tous les acteurs, des magistrats, des avocats, pour des intérêts qui sont assez étrangers à cette justice. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de quelque chose de positif ? Et j'ai dit que tout était positif et qu'il n'y avait pas d'échec. J'ai dit que parfois il y avait quelques petites déceptions. Humainement, quelqu'un avec qui tu t'es lié, que tu as vraiment obtenu une bonne décision, une entreprise qui ne méritait pas d'être condamnée, que tu as réussi à sortir. Ouais, on a toujours. Enfin, en fait, je ne peux pas sélectionner. Je peux pas en sélectionner un en particulier parce que ce serait injuste, parce que ça voudrait dire que j'ai été plus satisfaite pour l'un que pour l'autre. Je peux dire que j'ai d'immenses souvenirs de relax
dans des dossiers compliqués et d'ailleurs dernièrement dans un dossier de harcèlement moral qui était un dossier très lourd à porter pour un dirigeant et qui a obtenu une relaxe absolument justifiée, mais c'est pas forcément la règle parce que c'est quand même quelque chose de difficile sur le plan probatoire, etc. Donc il y a de grandes satisfactions de cet ordre-là. Il y a aussi de grandes satisfactions quand on est, alors ça c'est le versant droit pénal des affaires, et sur le versant pénal général, on a aussi parfois de grandes satisfactions quand l'innocence est consacrée, parce que je pense que c'est toujours un risque immense quand on passe devant une juridiction criminelle. Donc j'ai de multiples souvenirs positifs et je pense qu'il faut vraiment se dire que, parce que parfois ça peut quand même traverser la tête d'un avocat, non, on n'est pas complètement inutile et je crois qu'on a un rôle à jouer de facilitateur, certes, dans le monde des affaires parfois, mais on accompagne, on porte et finalement, c'est pas si faux, on porte la voix de manière assez systématique. Je suis d'accord. Est-ce que tu as des idées pour que la justice, non pas simplement institutionnelle, mais aussi réputationnelle, refonctionne? Je sais pas si c'est super français ce que je dis, mais... Je comprends qu'on arrête en fait de condamner les gens sur les réseaux. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que souvent, notamment quand on parle de dirigeants ou d'hommes politiques, la sanction médiatique et réputationnelle est beaucoup plus importante que la sanction judiciaire. Est-ce que tu travailles sur ce genre de choses? Est-ce que tu parles avec d'autres pénalistes de ce genre de choses? Est-ce que c'est un sujet pour tes clients? Tu vois, par exemple, je vois qu'au sein de ton cabinet, vous faites du droit pénal et du droit de la presse. Moi, si j'étais dirigeant, enfin, je suis dirigeant d'entreprise, mais si j'étais un grand dirigeant d'entreprise, j'irais vers un cabinet comme le tien. Parce qu'en fait, tu vas traiter les deux volets. Et pour moi, c'est ultra important. D'ailleurs, on travaille en collaboration souvent avec des agences de communication. Je pense qu'ils sont devenus aussi nos partenaires naturels sur les fameuses EDL, les éléments de langage, mais parce qu'on n'a pas le choix. En matière de presse, Paul Lombard disait souvent les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite. C'est pas faux. Parce qu'en réalité, on a un sujet qui va prendre toute la place le mardi et puis le mercredi qui sera chassé par un autre sujet. Maintenant, quand on est personnellement visé, il est très compliqué de passer à autre chose, d'autant qu'avec le référencement sur Internet, on a systématiquement un propos soit injurieux, soit diffamatoire, soit dégradant, soit dénigrant qui revient et qui mouline et qui viendra pendant des années et des années. Donc nous, moi j'ai pris le parti de proposer, de poursuivre, évidemment quand c'est fondé, mais les plaintes en diffamation, c'est des choses qui sont, c'est des procédures qui sont des plaintes en diffamation, c'est-à-dire on saisit un juge d'instruction. Donc on mobilise quand même un magistrat instructeur pour des sujets de publication. Bon, mais c'est nécessaire dans la vie d'un homme et pour l'instant, je pense qu'on est assez démunis face à la vitesse de l'info, c'est-à-dire qu'en quelques heures, on va publiquement condamner un homme qui peut-être même n'est pas poursuivi sur le plan pénal. C'est d'ailleurs souvent la situation. Donc, il y a plusieurs manières d'agir parce qu'il y a un gros sujet aussi, c'est quand même l'anonymat. Donc, il faut pouvoir identifier les personnes qui postent tout ça. Donc, c'est quelque chose d'assez technique. Il faut toujours faire appel à on les appelle plus huissiers, mais des commissaires de justice compétents en la matière qui font des constats valables, probants. Et ensuite, il faut saisir la justice au plus vite. Mais le temps judiciaire est assez en décalage par rapport au temps médiatique et du tweet. Et aux dégâts et du tweet et aux dégâts que ça peut provoquer, d'ailleurs, que ce soit un humain, personne physique ou une société. Donc, on essaie de trouver sur le plan procédural les manières les plus efficaces d'agir. Et je crois que, là, on est très au fait de tout ça et je pense qu'il y a encore pas mal de réformes à initier. Et du coup, tu disais que tu travaillais par exemple c'est moi qui ai qualifié ce terme-là, mais du lobbying pour l'évolution législative, notamment sur l'enfance.
Tu le fais aussi au niveau de la presse ou au niveau des mesures qui pourraient être prises justement pour blanchir la réputation d'un dirigeant ou d'un homme politique lorsque celui-ci a été reconnu non coupable par une juridiction. Alors, on y travaille, mais concrètement, on n'a pas proposé d'amendement et voilà. Mais on rédige beaucoup sur les sujets de presse. On a une news par semaine sur tous les sujets pour vraiment se tenir au fait de l'évolution. Et ensuite, je pense qu'on fera... mais ça, ce sera concerté avec d'autres avocats. Et il y a une association d'ailleurs des avocats en droit de la presse qui existe, dont je suis membre. Et là, oui, il y a des réflexions en coordination d'ailleurs avec les magistrats spécialisés en presse pour suivre les évolutions législatives et notamment revenir parfois sur certaines dispositions qui ne permettent plus en matière de diffamation et d'injure de rechercher l'adresse IP de la personne qui poste. Ça, c'était un amendement qui a été pris durant un été dans le cadre exactement en août, tu crois pas si bien dire, c'était dans le cadre de la réforme sur le harcèlement scolaire et on a pris une disposition qui a décidé que des réquisitions de cette nature, donc chercher l'adresse IP, ne serait envisageable que pour des délits pour lesquels on encourrait une peine de prison, c'est-à-dire que ça ne concerne pas la diffamation et l'injure. Donc ça pose un vrai sujet en ce moment et ce sont des réflexions chez les avocats spécialisés que nous avons régulièrement. Espérons que le sujet avance. Très clair. Ça fait plus de 20 ans que tu es avocate. C'est quoi l'avenir de ta profession ? Enfin, pas l'avenir de ta profession, pardon, je retire. Qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir ? C'est quoi les 10 prochaines années de Céline Astolf ? Alors, ça dépend, parce que la profession, c'est pas moi. Non, toi. Mais, je reprends ma question. Toi. Alors, j'ai dit tout à l'heure, il me semble que quand on s'ennuyait, il fallait arrêter. Donc, ouais. Je m'appliquerai à moi-même cette règle. J'ai la chance de m'intéresser à plein d'autres choses. Donc, je n'exclus pas de me lancer dans d'autres aventures. Et d'ailleurs, on peut le faire parallèlement à la vie d'avocat, hein, c'est pas du tout interdit. Donc j'ai énormément de projets. Je pense que la profession va évoluer aussi, donc on va peut-être fonctionner de manière un peu plus collective avec d'autres métiers de la sphère judiciaire. Je ne sais pas si les cabinets ensuite resteront à taille humaine comme le nôtre. En même temps, il y a une sorte de rétropédalage en ce moment, c'est-à-dire qu'on en revient un peu des grosses firmes, on aime bien quand même le sur-mesure. Donc peut-être qu'un cabinet de la taille du nôtre, finalement, restera de cette taille-là, je peux pas le prédire. Le but, c'est qu'on continue, parce que je pense que nos qualités sont la rigueur, la compétence, ça évidemment, j'espère, mais aussi la réactivité. J'espère qu'on va poursuivre sur cette voie dans les domaines qu'on vient d'évoquer ensemble. S'agissant de moi, ce que je veux avant tout, c'est transmettre. Là, je crois que je suis déjà dans cette logique. J'ai envie de pouvoir transmettre à des collaborateurs motivés, des avocats plus jeunes, le goût de tout ce qu'on fait, de leur transmettre aussi l'énergie et de dire que non, le métier d'avocat, c'est pas du tout un métier horrible, on est toujours fatigué, on peut pas avoir une vie personnelle, ça c'est pas vrai. On peut avoir une vie formidable et au contraire, je pense que ça maintient éveillé. Donc voilà, moi je veux transmettre, continuer d'avoir une équipe qui vient avec le sourire et si possible, faire de nouvelles choses chaque jour. Très chouette. Céline Astolf, je te remercie pour ce moment, qui était un très chouette moment, et surtout pour ton témoignage. Je te souhaite plein de bonheur dans tous les projets que tu entreprendras et dans la transmission que tu vas opérer et que tu opères déjà pour tes collaborateurs. Merci à toi, Valentin. Belle journée. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.